Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté. Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales. Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast des idées radicules. Je m'appelle Jean-William Côté et je suis présentement avec mon frère, Michael Côté. Salut! Aujourd'hui, le sujet de notre épisode va être l'impact de la COVID sur la chaîne alimentaire. Et pour parler de tout ça, on va avoir trois beaux invités avec nous. Donc, à ma gauche, on a Sandrine qui travaille pour Good Food, qui est je le résume en étant des boîtes de recettes clés en main livrées à domicile. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus tard, là, mais on a aussi Simon, qui est directeur de l'approvisionnement en porc chez Olimel. Et on a également Cédric, qui est jeune entrepreneur, qui a fondé Projet Saint-Mathieu. Fait que ça va bien? Eh oui, ça va bien. Yes? Vous autres? Yes, Ouais. ça va très Cool. bien. Très content d'être là. Donc, petite mise en contexte, on le sait tous, la pandémie a touché plusieurs secteurs de nos vies, mais la chaîne alimentaire, là, je pense que c'est une partie qui a été vraiment affectée à plusieurs niveaux. Fait qu'on on vous a les trois, je pense que chacun, vous allez avoir votre point de vue, vous avez chacun votre propre expérience, si on veut, fait que ça va être le fun que vous puissiez nous parler de... C'est ça. De vos différents points de vue, puis vous êtes un peu comme différents rouages aussi dans ce système-là qui agissaient à différents niveaux. Tu sais. De la chaîne, ouais. De la chaîne, évidemment. Cool. Ouais. Moi, j'aimerais ça commencer avec toi, Cédric. Ouais! Yes! On commence avec Tout toi. oui! Je me demandais, tu sais, puis on a eu la chance de s'en discuter des fois auparavant. Tu sais, la COVID, comme on vient de le dire, ça a été vraiment un moment fatidique, tristement... c'est ça, tristement célèbre pour les restaurateurs. Tu sais, ça a été super difficile. De ce que j'ai compris, toi, pendant la pandémie, tu as quand même voulu continuer ton projet, de lancer le projet Saint-Mathieu. En quoi, pour les autres, ça a été vraiment comme... Je veux dire, ça a été le clou dans le cercueil. En quoi, pour toi, ça a été une opportunité, tu sais? Ben, tout d'abord, parce qu'on a décidé de lancer le projet cet été, donc à la fin juillet. Donc, à la fin juillet, on était à... Je pense que la première vague était pas mal finie. On n'était pas si sûr qu'elle allait en avoir une deuxième. On voyait la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment un concours de circonstances, là. On est trois là-dedans. Il y a Philippe, qui est propriétaire d'un traiteur, qui se niche dans la préparation de buffets chauds et froids sur les plateaux de tournage cinéma et télé. Il y a ma conjointe qui s'est jointe à nous, qui est éducatrice spécialisée, qui était en congé de maternité. Puis il y a moi qui est en vacances étudiantes. Je suis étudiant de troisième année au bac en actuariat. Puis... c'est un projet c'est parti d'une sauce barbecue. Donc, nous, on s'est dit, on veut faire une sauce barbecue. On veut faire découvrir ce que des produits fumés au feu de bois devraient goûter. Donc, des produits qui sont fumés intelligemment, sans arôme artificiel de fumée, là, de fumée liquide ou de fumée en poudre. Donc, on s'est dit, on lance une bonne sauce barbecue. C'est sûr qu'il y avait un petit engouement, un gros engouement pour l'achat local cet été. Il y a même des nouveaux potentiels points de vente qui s'ouvraient, des restaurants qui se transformait en épicerie fine. Donc, on a un peu profité de cette situation-là pour faire connaître nos produits à travers le Québec. On est content, ça a fonctionné, mais l'idée, donc, c'était Projet Saint-Mathieu, c'était vraiment deux volets. Donc, la sauce barbecue, qui devenait quelque chose un peu plus provincial, à l'échelle provinciale, et des côtes levées, donc fumées sur feu de bois d'érable, qui allait au début, évidemment, être plus régional, donc vraiment plus comme un restaurant. On a attendu, par contre, on a joué la carte de la prudence au début. On n'a pas lancé tout de suite. On n'a pas parti notre restaurant tout de suite. Ça fait seulement 6 semaines qu'on a parti notre restaurant. Pourquoi on a décidé de le faire, même voyant des amis de la restauration, on sait que ça va mal. C'est parce que notre concept, c'était un concept à prime abord qui se voulait pour emporter. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, ce qui fonctionne, c'est de pour emporter. Mais aussi, tu sais, ça parler de rassemblement en période de COVID, c'est un peu étrange. Mais ça, je pense, ça fait
du bien. Nous, on est à Sainte-Julie. Je pense que ça fait du bien au monde de Sainte-Julie qui nous ont découvert. Il y a une petite file d'attente le samedi à 2 mètres de distance. Bon, à 2 mètres de distance. Et je pense qu'on a tous fait une file d'attente pour une raison ou une autre pendant la pandémie. Pour des raisons de nécessité, donc un électroménager qui casse. Il y avait toujours une espèce de climat là, de stress, un agent de sécurité un plus ou moins sympathique. Et là, d'avoir cette file d'attente-là, de pouvoir me promener, expliquer mon projet, offrir de la soupe au pois aux côtes levées, de la bière d'épinette aux gens dans la file d'attente, c'était... De voir les gens qui attendaient pour quelque chose comme 50 minutes à moins 15 dehors, mais qui étaient contents et qui échangeaient avec d'autres citoyens de la ville de Sainte-Julie, puis de parler d'autres choses que de la pandémie, de parler de bouffe, avec le fumoir à l'extérieur qui fume, l'ambiance un peu cabane à sucre. Je pense que ça faisait un bien. C'est un bien qui était nécessaire, même si, pour nous, fumer de la viande à l'extérieur... de nuit parfois, à moins 25, il y avait des défis. Ben, on est allé de l'avant quand même avec ce projet-là. Good job. C'est vraiment nice. Moi, en tout cas, ça me donne le goût d'aller dans le fil d'attente. T'es le bienvenu à soupe au pois, petite bière d'épinette, là, on a du fun. Nice. Ah, c'est cool. Je vais relancer vers toi tout de suite, Simon. Ouais. Ça va chez Allumel. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu ton rôle? Roughement, c'est moi qui achète les cochons pour l'Est du Canada, dans le fond, le Québec, Ontario, toutes les porcs qu'on abat dans nos abattoirs ici au Québec. On est chanceux. On a une belle panoplie d'abattoirs puis des belles possibilités pour la filière. Fait que c'est moi qui... Je suis de plein pied avec tout ce beau monde-là qui travaille sur une équipe, là, évidemment. C'est une grosse équipe aussi. Ouais, exact. Ouais. C'est ça. Fait que c'est moi qui fais le pont entre le producteur puis l'abattoir. C'est comme ça que j'aime me décrire. C'est le middleman. C'est ça, le in-between. Ouais, appelle ça comme tu veux. Nice. Fait que c'est ça, l'impact de la COVID pour nous autres, c'est sûr que c'est terrible pour nous. Tu sais, l'impact de la COVID, c'est une crise de la main-d'œuvre. Ouais. C'est ça que ça fait, ça met de l'accent là-dessus. Puis après ça, ben, tu sais, quand tu perds 50% de ton personnel là, au milieu d'un abattoir, là, ça marche pas, c'est ça. Fait que c'est des retards au niveau du producteur, c'est des retards au niveau de nous. Est-ce que vous avez engagé plus de gens, comme justement sachant qu'il y aurait peut-être des cas qui se développeraient dans vos abattoirs? Est-ce que vous avez prévu que... On a tout fait pour essayer d'engager des gens. On a fait des pressions pour avoir des travailleurs étrangers. Okay. On est vraiment là, le problème, c'est la main-d'œuvre. Le COVID comme tel, là, moi, là, quand je vais prendre une marche dans un abattoir, je me sens hyper en sécurité. Là. Les masques, les plexiglas, les gants, sans vouloir écorcher le système de santé, souvent, je me sens plus en sécurité là. Est-ce que tu n'as pas à travailler avec les gens directement, avoir des contacts physiques avec les autres employés, comme les gens du milieu de la santé, où ils sont complètement vulnérables à faire des soins... de proximité. Là, mais autant que j'imagine aussi que c'est un double effet, là, manque de personnel, mais quantité de porcs à abattre aussi qui augmente à cause de la demande. L'offre est beaucoup plus présente là, que la demande en ce moment avec la fermeture des restaurants. Tu l'as remarqué, toi, j'imagine. Au niveau de la viande, il y a quand même des débouchés, là. T'sais, si on aurait eu plus d'employés, plus de gens capables de faire plus de valeur ajoutée, on l'aurait fait. Là. On était capable de la sortir, la viande. Les restaurants, oui, moins, mais on se tourne vers l'institutionnel, vers les... Projet Saint-Mathieu. Projet Saint-Mathieu. Le prêt à emporter, tout ça, Good Food. C'est tous des exemples super. Là. Moi, dans ma région, je pense que je connais au moins 3 restaurants qui se sont transformés un peu épicerie fine, qui font du sous-vide. Là, tu mets dans ton chaudron, tu le regardes, c'est prêt, mais c'est super bon. Puis tu sais, même les distributeurs de restaurants se sont aussi transformés à essayer de vendre directement à des clients, comme je pense à Hector Larrivée, qui est un fournisseur de fruits et légumes. Eux, ils ont sorti des boîtes de fruits et légumes directement pour les consommateurs parce que la moitié de leurs clients qui sont des restaurants, il y avait moins de demandes. Il y a Saputo aussi, là, avec les fromages fins qu'ils ont vendus sur leur site. Fait que, tu vois aussi qu'il y a des joueurs un peu plus... qui n'étaient pas habitués de vendre aux clients qui ont décidé de le faire. Là, comme les... Qui étaient vraiment centrés sur le milieu de la restauration, qui finalement se retournent vers... Fait que finalement, on peut tout faire ensemble directement? Ou... quelque chose. Ça coupe. J'aimerais juste revenir, juste qu'on en parle, parce que j'imagine que tu es la meilleure personne pour en parler, mais je sais que le porc québécois a une super réputation.
Tu peux-tu nous expliquer un peu pourquoi? C'est quoi c'est le meilleur au monde pour c'est cette le meilleur question, monde. ça s'arrête là. Ça s'explique pas. C'est juste le meilleur. Ben, écoute, juste vous mettre en contexte, là, j'ai peut-être un petit parti pris. J'étais producteur de porc jusqu'à dernièrement. Je pense que vraiment, on fait attention à ce qu'on fait. Les producteurs sont consciencieux. Collectivement, on s'est donné... les producteurs ont pris des décisions. Fait qu'on vend, on a une mise en marché collective. Fait que ça, de ce côté-là, ça fait une certaine uniformité. Puis après ça, ben c'est tout. Au niveau de nos abattoirs à Lumel, ben, c'est le souci du détail, c'est le souci de la transformation. On a des processus, on prend notre temps pour faire les choses. J'allais dans une conférence à un moment donné, puis pour vous illustrer ça un peu, c'était un grand monsieur international, il nous disait, vous allez aux États-Unis, nous, à l'international, on achète des caisses de, peu importe, on va dire des ribs. OK? Mais on dit aux abattoirs, pouvez-vous me faire ci, ça, telle coupe, tout ça? On demande ça aux Américains, on ouvre la boîte rendue chez nous, il y a un couteau dedans. Coupe-les toi-même. Tu sais, il fallait. Puis quand on arrive avec les Québécois, ben là, on a exactement ce qu'on veut, c'est minutieux, les boîtes sont rondes. On dit 2 morceaux par boîte, c'est 2 morceaux par boîte. Puis, tu sais, c'est tous les petits détails qui font la différence. Là. Vraiment. Après ça, ben, on a la capacité de produire, on est capable de servir. Il y a le volume, c'est important aussi. Tu sais, quand un restaurant tombe backorder de rib, puis c'est ta spécialité, tu fais C'est vraiment ce qui a... Là, je prends la balle au bon, là, parce que c'est vraiment ce qui... Pour une entreprise comme nous, on transforme... Nous, on fait des côtes levées. Et on fait de la soupe aux pois de côte levée, on fait notre boucherie, donc notre coupe Saint-Mathieu qu'on appelle, à même un flanc, et on fait du porc effiloché de côte levée aussi. Puis là, quand j'explique tout ça de côte levée, j'ai l'impression d'être comme Booba dans Forrest Gump, là, avec ses crevettes. Là. Puis... non, mais tu sais, il y avait quand même un bon concept. Là. Quand tu fais quelque chose de bien, tu mises là-dessus, tu sais. Mais tout ça pour dire que en ce moment, ce qu'on reçoit nous, on a lancé l'entreprise en hiver. On en a transformé des flancs auparavant. Mais c'est la première fois qu'on fait ça d'hiver parce qu'évidemment, il faut quand même être vaillant pour faire ça à l'extérieur avec les températures, comme je disais tantôt. Mais on reçoit des caisses. Normalement, on parle d'environ 16 kilos la caisse, puis on a reçu des caisses de 22 kilos. Wow. Donc là, moi, je me demandais s'il y avait un lien entre... étant donné qu'on n'avait jamais fait ça l'hiver, est-ce que c'est des ports d'hiver qu'on appelle ou c'est plus comme des ports de pandémie, là? Parce que... Ils sont bien gras avant d'être abattus. C'est clair, c'est directement lié à la pandémie. Ouais, OK. C'est l'attente. Dans le fond, là, ce qui se passe, c'est très facile. On a eu une fermeture d'usine en mars dernier. Fait que là, ça l'a fait un retard dans la chaîne d'abattage. En créant ce retard-là, au niveau des producteurs, bien là, il y a des porcs qui sont prêts, qui sont au point de marché, qui sont pas livrés. Fait qu'est-ce qu'ils font, ces porcs-là? Ben, ils continuent à manger, ils grossissent, prennent de la place dans les bâtiments, ainsi de suite. C'est une chaîne comme ça. Il y a cet été, l'été passé, mettons 2020, là, on a réussi à passer au travers. Mais avec la deuxième vague, là, ça exactement le même principe. Présentement, on a eu notre usine de Red Deer qui a fermé à cause de ça, de la pandémie. Fait que c'est que les porcs qu'on achète sont plus gros. Ça serait direct de même. Puis là, c'est fou raide. Là, j'ai vu des affaires, moi, passer, je vois des sommaires d'abattage, 180 kilos carcasse. C'est des animaux de même, large de même. Excusez. C'est dur. C'est vraiment dur dans les fermes. C'est dur pour les équipements, c'est dur pour les producteurs, c'est dur pour les gens en usine. Là. Recevoir ces animaux-là, c'est des... C'est gigantesque. Ça fait des méchantes belles côtes levées, par exemple. Il y a quelqu'un qui en profite. Je veux juste revenir sur ce que tu disais au niveau de l'approvisionnement. C'était là, quand j'ai pris la balle au bon, je voulais juste réitérer ce que tu disais. C'est clair que pour nous, on fait juste des côtes levées, là, la semaine passée, ben, la demande est quand même assez forte. Donc, on avait 400 kilos à transformer de flancs. Il faut pas jamais que ça soit backorder. Ça serait... Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Olimel. Puis, tu sais,
on savait pas, là, on n'est pas de mèche, là. On n'est pas de mèche. J'ai fait des tests, j'ai essayé d'autres fournisseurs d'un part. Puis, c'est ce qui arrive, c'est ça, vraiment, la constance, je l'ai retrouvé chez vous, puis c'était important pour nous. Nous, le concept de Projet Saint-Mathieu, c'est la qualité du produit. Il n'y a pas... on n'a pas un concept là, avec une musique thématique, puis une décoration. Puis nous, c'est de la bouffe. On veut vraiment offrir un produit de qualité, puis une expérience client, comme je disais, un peu un esprit communautaire. Retourner aussi à l'essentiel de ce qu'est un restaurant, une bonne bouffe. C'est comme... Au final, je pense qu'il y a eu beaucoup ça. Puis je pense, en tout cas, moi, je l'ai vu là, en étant dans le secteur métropolitain, Montréal. Beaucoup de restaurants mettaient exactement l'accent sur le concept, la thématique. Écoute, le maître d'hôtel ou la personne qui t'accueille qui est hyper beau, bien habillé. Puis au final, tu t'assois, tu as ta tablée, puis la bouffe était comme un peu médiocre. Fait que je trouve ça. Tu retournes pas, hein? Non, effectivement. Effectivement, ben oui, c'est ça. Tandis que là, on a des fils à moins 25 puis le monde est plein. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vrai, je rejoins quand même ce que tu dis. Il y a quelque chose dans la cuisine. Nous, on s'inspire de ce qui se fait au Texas. Puis, je sais pas si j'aime le terme, là, mais je vais l'utiliser quand même parce que on essaie de québéciser un petit peu des recettes qui vont être populaires au Texas. Si vous avez jamais entendu parler de brisket encore, ben, je vous garantis que d'ici 2 ans, vous allez en entendre parler. C'est quand même c'est populaire en ce moment, c'est effervescent au Québec. Nous, une autre raison pourquoi on a commencé à le faire, c'est qu'on avait le projet, puis on a décidé de commencer à le faire même en pandémie parce qu'on sait que c'est une tendance, c'est une mode, puis il va y avoir d'autres personnes, puis il va y avoir d'autres joueurs, puis c'est correct aussi. Un de nos employés, que je considère plus comme un collègue qu'un employé parce qu'il nous en apprend, puis il y a vraiment beaucoup d'échanges de connaissances, et propriétaire du Elwyn Barbecue au marché Atwater. Ils font de la super de bonne brisket déjà, ils sont installés là depuis 3 ans, puis ils travaillent avec nous en ce moment on pourrait dire de la compétition, mais c'est plus une forme d'entraide. Puis d'échange, puis de populariser un peu tout les... Il y a une éducation quand même, je pense, à faire là aussi. Hein. Exact. Donc, on essaie de québéciser les recettes, d'amener notre image là-dedans, juste par l'essence de bois utilisée. Donc, nous, c'est vraiment... on essaie de tout gérer notre bois, on fait notre séchage, on essaie de s'approvisionner en bois arboriculture intelligente, c'est-à-dire de l'érable, là, souvent des propriétaires de cabanes à sucre qui vont nettoyer leur érable à sucre. Puis donc, on fume à l'érable à sucre, à la plaine ou érable rouge, là, et à l'érable argenté. Donc, c'est ça qu'on utilise. Ils ont toutes leurs courbes de combustion différentes, ils ont tous leurs arômes. Puis c'est vraiment un monde que c'est le fun d'amener ça au Québec et au Texas et dans le sud des États-Unis, toute la culture du barbecue, ce que je voudrais prendre puis faire copier-coller, ça, genre sans rien changer, c'est le côté social de la chose. Comme si le monde était arrêté le temps d'un barbecue, le temps d'attente, l'engouement. Pourquoi? Pourquoi il y a cet engouement-là? Parce que pour faire une poitrine de bœuf dans nos fumoirs, ça peut prendre 15 heures. Donc, on rentre de nuit le vendredi, pour faire des côtes levées ou pour faire une poitrine de bœuf. Ben, il y a un momentum, il y a un build-up. Là, t'as des attentes. Le gars, ça fait 15 heures qu'il cuit sa viande. Ça doit être bon. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est vraiment c'est cet aspect-là qu'on essaie de reproduire. Là, J'aime le terme, je n'étais pas sûr de l'utiliser, là, mais québécisé, moi, il y a de quoi intéressant là-dedans. C'est ça, parce que c'est la première fois que je parle depuis qu'on a lancé le projet de Saint-Mathieu. Je pense que c'est la première fois que je parle du Texas, parce que je veux pas trop créer d'attente, tu sais. Puis malgré qu'on n'en parle pas, il y a des gens qui nous écrivent sur nos médias sociaux puis ils disent « Hey, moi, j'ai voyagé au Texas, puis ça m'a fait du bien, j'ai eu du fun à manger ta bouffe, parce que ça m'a vraiment rappelé ce que j'avais mangé là-bas. Ça me fait plaisir, mais on veut pas comme créer... On veut se sentir comme que ça nous appartient, ce qu'on fait. Puis donc, si je veux pas, j'imagine qu'il y a quand même des comment je pourrais dire, des caractéristiques particulières qui fait que
ça va être un produit du Québec. C'est juste le froid. Là. À part maintenant, là, au Texas, là, ils ont une grosse vague de froid, ça va pas bien. Mais en général, ils font pas de viande à moins 25. Là, on a partagé une vidéo, c'est drôle, qui a été vraiment populaire sur nos médias sociaux. On a eu comme 175 000 vues. Et c'est pas les Québécois qui nous ont tant encouragés dans cette publication-là. C'est plus dans le sud des États-Unis, donc sur les groupes de barbecue et tout. J'ai filmé Cédric, un de mes employés, qui emballe des côtes levées, donc à l'extérieur, mais dans une tempête de neige avec des vents, et puis les papiers d'aluminium, ils bougent pas. Puis là, c'était le mystère de savoir comment on avait fait pour... puis tu sais, ça marque l'imaginaire pour justement des Texans, 2 semaines avant la tempête de neige. Là, je le referais pas. Je le republierais pas là, sur les médias sociaux. Regardez, vous êtes capables d'en faire du barbecue. C'est bon, par exemple. C'est cool, ça. Moi, j'aimerais ça aller vers toi, Sandrine. En ce moment, là, toi, tu travailles chez Good Food. Mike l'a comme abordé un peu en disant que c'était comme des recettes clés en main. Mais plus précisément, c'est quoi Good Food? En fait, ça a commencé avec les recettes prêts à cuisiner. Donc, tu as tous les ingrédients pour faire la recette. Okay. Ça a évolué avec le prêt à manger aussi. Donc, on a des ghost kitchen qu'on appelle. Donc, c'est vraiment comme une cuisine à l'interne où on fait des repas prêts à manger. Okay. Fait qu'on a un chef qui élabore les recettes. Puis moi, je travaille dans le fond vraiment dans cette branche-là. Développer les nouvelles recettes, les nouveaux produits, puis les lancer. Wow. Puis il y a aussi le côté épicerie. Donc, Good Food, c'est la marque Good Food, en fait. C'est leur marque à eux qui vont vendre des produits d'épicerie que vous allez, du lait, des pâtes, du pain. Vraiment, vraiment, le but, c'est d'avoir le plus de produits possibles disponibles pour les clients. Donc, tu peux, en fait, juste commander ton Good Food, avoir du prêt à manger, du prêt à cuisiner et aussi tes produits du quotidien. C'est sûr que ça c'est vraiment a ça le boom aussi là, dans la pandémie. C'est facile, simple. Moi, j'ai par curiosité, est-ce que tu parlais d'avoir un chef et tout, la cuisine, ça se fait-tu comme toute une même place? T'as genre la grosse cuisine, puis à côté, t'as comme... je sais pas, les machines avec le petit train, les boîtes qui passent, le boom. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Le courvoyeur, c'est ça, merci. C'est ça le nom, c'est bon. En fait, les recettes sont élaborées par une chef qui est chez elle. Elle fait vraiment à petite échelle. Elle fait comme 4, peut-être 8 portions. Là. Ensuite, c'est goûté par Good Food, en fait. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui va vraiment plus transformer la recette pour que ça soit scalable. Fait que vraiment être capable de faire... à grande échelle dans la cuisine industrielle avec vraiment plus plus industriel, mais on reste quand même dans le fait maison, fait dans la cuisine. C'est pas... Chaque plat a une attention aussi. C'est pas juste on met ça dans... C'est une recette qui a été préparée à la maison par une chef. Exact. C'est ça la différence, c'est que il y a plein de joueurs qui font du prêt à manger plus industriel, mais là, c'est de le rendre un peu plus artisanal, là, si on veut, fait à la maison. Je trouve vraiment que c'est la... nous, on est parti avec cette idée de base-là aussi quand on a fait de la sauce. Donc, on s'est dit, ça reste très artisanal. Avant de connaître mon propre marché, c'est-à-dire la sauce barbecue, je pensais que tout le monde faisait comme nous, puis qui embouteillait, qui étiquettait, qui développait les recettes, qui cuisinait la sauce dans la cuisine de production pour me rendre compte que finalement, on n'est pas beaucoup à faire ça. Là, la plupart, il y a des usines d'embouteillage, en fait. Il va y avoir un gros joueur qui va décider de mettre les millions nécessaires, parce que c'est des méchants gros investissements là, d'équipement pour faire de la grosse production. Convoyeur, pourquoi je connais ce mot-là? Convoyeur, c'est parce que je l'ai magasiné. Là, je veux dire, c'est des Legos. Ah ouais, vous en avez un? Non, c'est ça. On n'est pas rendu là. C'est quand même un niveau... On est vraiment... on travaille vraiment en acharné. C'est surprenant, je pense, à quel point on est capable d'aller faire du volume pour notre sauce puis garder quelque chose de très maison. Mais je pense que c'est ce que vous avez comme mission aussi. Je me suis inspiré beaucoup d'une entrevue que j'avais entendue de Stefano Faita il y a peut-être 3-4 ans. Il avait donné une entrevue à Paul Arcand, puis il avait dit exactement ce que tu viens juste de dire, qu'il prenait sa recette, puis tranquillement, il voulait garder l'essence du goût maison, mais tout le temps en gardant en tête qu'il voulait faire du volume, qu'il voulait justement faire un gros volume, puis c'est ça on s'est dit. Puis je pense que c'est la bonne façon de penser que tout de suite commencer un produit de volume,
Puis de pas avoir l'essence, puis exact. dire l'amour, l'espèce de passion qui est là au final, là, puis qui se transmet dans les plats. C'est cool. Ouais. Toi, ça fait-tu longtemps là, que t'es chez Good Food? En fait, j'ai changé, ça fait 3 mois que je suis chez Good Food. Avant, j'étais chez Sobeys. Okay. Donc, je travaillais pour IGA, là, en fait, au Québec. Ouais, c'est ça, OK. J'étais acheteuse des produits surgelés. Fait que, tu sais, comme les fruits, les légumes surgelés, beaucoup qui ont... Puis les pizzas surgelées, là, que c'est... pendant la COVID, c'était la crise. C'est vraiment des produits qui ont tu sais, il y a eu au début les gens qui aimaient cuisiner. Vraiment, tu sais, comme tu voyais, là, pendant... Tu sais, les gens faisaient leur pain. Ouais, le pain. C'était vraiment comme, on n'a rien à faire, donc on cuisine. Puis je pense qu'il y a eu aussi comme, mais en même temps... Je suis tannée de cuisiner, je vais acheter de la pizza congelée. C'est vraiment les gens ont comme une dualité de genre jamais cuisiner, mais dans le fond, non. J'ai trop donné le temps dans mon pain. Ouais, c'est long faire du pain, là. Je suis tannée de pizza ce soir. Fait qu'il y a eu ça. Puis au niveau des fruits puis des légumes surgelés, la difficulté, c'était aussi... tu sais, c'est prévu selon les cultures, donc comme un an avant, selon la demande de l'année dernière ou de X nombre de mois antécédents. Puis là, pendant la COVID, les gens ont eu peur, je pense, à un moment donné, de plus pouvoir à l'épicerie, donc ils ont acheté des choses surgelées beaucoup. Fait que là, les fruits, les légumes, ça a sold out quand même assez vite. Okay. Puis là, on était pris avec le problème qu'on a la demande, mais nos fournisseurs, ils nous disent « Ouais, mais nous, on n'a pas prévu qu'il y aurait autant d'engouement. Puis on n'a rien, on n'a pas de récolte. Là. On est au mois d'avril-mai, il faut attendre encore un peu. Fait que là, on se retourne vers les fournisseurs aussi de restaurants qui, eux, avaient des formats de trucs surgelés en food service, qu'on appelle. Fait que, toi, tu dois en acheter aussi beaucoup, là. Mais c'est des formats différents qu'à l'épicerie, c'est comme des 4 kg versus des 1 kg, même pas, là. Chez Sobeys, c'est 500 grammes, genre. Fait que là, tu dis, OK, ben, on a parlé avec eux, puis on leur a dit, ben, on va acheter votre stock parce que de toute façon, ça se perd pas, là, les trucs surgelés. Fait que c'était moins critique que les fruits ou les légumes. Mais quand même, ça coûte cher à garder en inventaire. Donc, on les a achetés puis on les a revendus, en fait, dans les IGA pour essayer de combler cette demande-là. C'est cool. J'avais une histoire que j'aurais pensé. Ouais, moi, ce que j'ai vraiment trouvé, c'était la COVID, là. Il n'y avait rien de vraiment le fun, mais de voir à quel point l'industrie alimentaire de détail, qui est quand même assez... tu sais, c'est traditionnel, là, en soi, le modèle de l'épicerie. C'est ajusté quand même assez rapidement, dans la mesure du possible, à essayer de se retourner. OK, on n'a plus les produits chez notre fournisseur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller l'acheter? Parce qu'il faut, tu sais, les clients, ils comptent sur nous pour avoir leurs produits quand ils viennent à l'épicerie. Il faut trouver quelque chose. Puis, c'était vraiment de voir l'ajustement qui a été fait. Tu sais, le papier de toilette, par exemple, qui était comme... Personne ne sait pourquoi. J'ai vu un article avec... C'est le PDG de Cascade qui disait « On comprend juste pas. » Il n'y a pas... Il n'y a pas de danger, on n'en manquera pas, calmez-vous. Mais le monde, on voyait sur Facebook se battre. C'était fou. J'avais vu un sociologue là, qui expliquait comme brièvement, là, genre c'était... Pourquoi on s'était tant attardé sur le papier de toilette, puis supposément que comme dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça rappelle au confort, puis que comme le Charmin, le petit Charmin, là, tu peux monter ma bouffe, ma maison chez mon Charmin. Il y a l'effet de panique aussi dans le fond, comme tu disais. Ouais, je pense aussi là, le fait de on achète le plus possible au cas où qu'on puisse plus sortir de la maison, mais tu sais c'est pas le verglas là, c'est pas. Non, c'est ça. Puis, nous on a acheté un bidet là, mais je veux pas me tromper de podcast. Là. Mais tu sais, pour revenir à comment la chaîne a pu s'ajuster par rapport à ça, c'était rendu que les fournisseurs de papier toilette livraient directement dans les magasins à la place de passer par l'entrepôt parce que de toute façon, le stock, il restait même pas 1 heure à l'entrepôt. C'était comme dès qu'il arrivait à l'entrepôt, il était vendu. Fait qu'on s'est dit, bon, ouais, livrons-le directement au magasin. Puis tu sais, c'était des palettes de papier de toilette qu'ils recevaient puis qu'il fallait les limiter par client, mais... C'est fou, hein? On dirait, j'entends, tu sais, comme le... Tu sais, vous avez vraiment cherché des solutions, puis vous avez trouvé des belles solutions, là. Puis c'est cool, puis c'est des histoires que, en tout cas, moi, j'avais pas entendues. Puis je pense, tu as dit le mot client, les clients les demandent aussi. Puis je pense à, comme on revient à la première vague, là, tu sais, ça s'est calmé un petit peu. Tu sais, je pense que tout le monde continue de se laver les mains, qu'on continue de porter le masque, tu sais, on fait attention en épicerie, mais il y avait un espèce de climat en épicerie de panique, de peur. Puis j'imagine, tu sais, je trouve... T'sais, dans ton ton, comme toutes vous étiez en recherche de solutions et tout. Puis de l'autre côté, t'as les clients là, super genre pragmatiques. Comme comment ça, vous en avez plus? Puis tu sais, je trouve que ça, ça fait
c'est le fun. Je pense que les clients devraient comme entendre ces histoires-là, puis tu sais, voir comment... reconnaître le travail derrière aussi, puis la conscience de leur réalité, là, puis de qu'est-ce qu'on a de besoin. Tu sais, moi, j'étais un peu à l'abri des clients, là, si je peux dire. J'étais chez nous, derrière mon ordi, à acheter les choses, puis c'est sûr qu'on avait de la pression, puis on travaillait comme 6 à 7 jours semaine pour... à chaque jour acheter un peu pour essayer de répandre, comme d'avoir le stock, puis de voir s'il y avait des problèmes qui survenaient pendant la semaine. Mais c'est les gens qui travaillent en épicerie, puis les gens avec le public, parce que tout le monde était un peu dans la panique, puis l'insécurité. Fait que c'était anxiogène aussi, puis c'est comme les gens sont juste irritants. Là. C'est fou. Au mois d'avril dernier, là, j'ai fait l'erreur de demander à un gérant d'épicerie dans la crise. Il était après placer de la farine. Il était en train de loader la farine. Il y avait du monde là, qui avait les yeux là, écarquillés à regarder la farine. Puis moi, j'étais allé le voir, puis j'ai dit... Excuse-moi, êtes-vous backorder de Coco Cadbury? Puis il comprenait pas l'histoire derrière que, tu sais, c'est ma conjointe, c'était son anniversaire, puis là, ça fêtait ses 30 ans, puis que moi, je voulais y faire un gâteau avec des Coco Cadbury, mais que c'était super important pour moi, puis il était comme, hey, t'as vraiment pas les priorités à la bonne place, toi, genre. Puis j'ai vu dans ses yeux comme j'en fais du service à la clientèle, fait que c'était facile pour moi de faire une lecture de ce qui se disait dans sa tête. Et c'était non, c'est ça, c'était cocasse. Il a même pas voulu entendre le fond de l'histoire, qu'il m'a ignoré, puis il a continué à placer la farine. On va chercher des papiers de toilette. Mais moi, je trouve ça vraiment cool parce que, dans le fond, c'est de réaliser que c'est une industrie qui, j'imagine, a priori, est difficile à changer les habitudes, si on veut. Puis là, ben, malgré tout, c'est la crise, mais de voir que finalement, ils sont capables là, de s'ajuster, puis ça s'ajuster vite. Ouais. Je trouve ça vraiment impressionnant. C'est rassurant dans un sens, mais c'est plate aussi que ça prenne une crise mondiale pour qu'il y ait des changements. Mais bon, ça, c'est l'humain en général. C'est souvent ça, exactement. Au grand mot, les grandes mesures. Puis... Mais je pense que, comme Cédric l'a nommé, comme toi tu le dis, c'est rassurant effectivement de voir qu'une grosse machine comme ça, qui souvent, on se dit, est comme immuable et ne va pas bouger, est capable d'être versatile, puis que je pense que vous êtes concernés aussi. Là. Ouais. Puis moi, je me demandais, est-ce que par exemple, Sobase, c'est juste au Québec? Non, en fait, Sobase, c'est canadien, puis c'est IGA au Québec, comme on connaît. Ouais. Mais c'est aussi les marchés de tradition, les marchés Bonne Choix. Puis, tu sais, c'est Safeway. C'est vraiment... en fait, ça vient de Nouvelle-Écosse. Okay. Puis, en fait, je voulais juste pas dire la même chose. Puis, c'est plein de... C'est Sobase, en fait, qui est une bannière dans cette région, qui a acheté plein de différents épiceries. Donc, ils ont acheté IGA il y a quelques années. Puis c'est sous... c'est Empire. Là, c'est Atlantic Store en Nouvelle-Écosse? Est-ce que c'est ça? Ça me dit rien, Atlantic Store, mais je suis pas... Je suis jamais allée en Nouvelle-Écosse, malheureusement. Fait que c'est pas nécessairement toutes les déclinaisons. Ouais, mais tu sais, IGA, c'est une de leurs grosses bannières, mais ils en ont des aussi grosses en Ontario. Puis... Cool. T'as-tu un point de vue quand même? Là, t'avais un bon point de vue global sur ce qui se passe au Québec. Est-ce que dans les autres provinces, mettons, ça s'est-tu passé un peu semblable à ce qui s'est passé ici? En fait, c'était peut-être un peu plus pire au niveau de l'approvisionnement, dans le sens où certaines... Tu sais, au Québec, c'est une géographie immense, là, fait qu'il y a des régions plus éloignées qui n'ont pas nécessairement... Tu sais, au Québec, on est chanceux à Montréal, il y a le port de Montréal. Fait que, tu sais, veut pas, c'est même... Pour les fruits et légumes, c'est vraiment un point tournant de ce qui arrive de Californie, mettons. Fait que, tu sais, c'est rapide d'avoir accès aux produits. On a aussi des... Tu sais, on est proche des États-Unis, il y a certaines usines aussi, ou bien en Ontario, au Québec. Alors que, si je regarde à l'île du Prince-Édouard, là, avoir du stock, c'est long. Ils n'ont pas un entrepôt nécessairement au coin de la rue, alors qu'à Montréal, il y a genre 3 entrepôts de Sobase dans les environs. Avion, exact. Puis c'est plus facile à desservir. Puis c'est pour ça aussi que Good Food, par exemple, eux, ils ont différents centres de distribution à travers le Canada parce qu'on peut pas... c'est du frais, là. Tu peux pas ship une boîte pendant 3 jours pour qu'elle arrive à Vancouver. Là. C'est vraiment... Faut que tu aies ton centre de distribution à Vancouver. Faut que tu ailles aussi ta cuisine pour, en ce moment, le prêt à manger qu'on fait au Québec, fait que c'est disponible seulement dans la région du Québec puis un peu en Ontario. Puis là, on regarde pour ouvrir à Vancouver, justement, ou pour ouvrir dans d'autres régions pour pouvoir être capable de
de desservir. Tu sais, si ton restaurant vous livrerait pas à Vancouver, là, c'est juste pas... c'est pas réalistique là, de faire ça. Là. C'est ça. Je pense qu'ils l'ont vécu différemment un peu, le reste du Québec. Le reste du Canada, non? Je pense que Good Food, là, vraiment, c'est... le modèle de livraison, c'est quelque chose qui est quand même... je pense que ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans que Good Food est... 4-5 ans, ouais. Puis c'est sûr, ça nous a... C'est inspirant de voir que les fameuses boîtes là, argentées à l'intérieur, là, isolantes, là, isothermes, là, qui... il y a plusieurs restaurateurs qui ont commencé à utiliser ça justement pour... Parce que tu veux livrer un produit de qualité. Moi, avant le COVID, je me souviens, je commandais des trucs. Puis là, je regardais sur le menu. Puis j'étais genre, ça va pas être bon en take-out parce que comme ça va être tout... Tu sais, une poutine en take-out, je suis pas capable. Parce que souvent, ils l'assemblent ensemble. Puis là, t'arrives, puis tes frites sont molles, puis t'es comme... C'est pas de la slotch que je voulais, là. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, tu sais, c'est paquet, genre, tu t'assembles. Tu sais, il y a des choses que t'es prêt à assembler en tant que client pour avoir la qualité. Puis là, de voir justement des packaging plus de qualité, puis ça vient avec l'expérience aussi client de... OK, je reçois un produit, puis c'est une expérience en soi de consommer ta bouffe, tu sais, autre que dans ton petit sac brun. Arrange-toi, il est à moitié coulé, puis il est froid. Là. Fait que ça, c'est le fun de voir comment les restaurateurs pensent leurs produits pour que ça soit consommable pour les clients. Non, je pense que c'est un défi aussi. Là, c'est un défi. Nous, nos côtes levées, ça s'est passé, tu sais, cet été qu'on a lancé la sauce barbecue, ça s'est fait vraiment de façon là, anodine. Là. Mon associé était chez moi, puis ça faisait longtemps qu'on parlait de barbecue, puis j'expliquais comment les fumoirs... en anglais, c'est offset. Là. Je peux y aller avec une traduction libre de fumoir décentré. Là. C'est juste pour... C'est les fameux fumoirs qui ressemblent à certains trouvent des locomotives. Là. Donc, moi, j'en avais un modèle résidentiel à la maison, puis j'ai fait les côtes levées à la maison, puis il m'a regardé, puis il dit... Et lui, il est dans la restauration depuis 20 ans, 25 ans. Puis il dit, c'est la première fois que je mange des côtes levées, que je mange un plat que je savais pas que je mangeais de la bonne façon depuis tout ce temps-là. T'sais. Comme si des côtes levées, il venait de comprendre que ça pouvait goûter ça. Puis c'est vrai, parce que le côté fumé, la croûte qu'on va aller développer avec la cuisson sur feu de bois, c'est différent. Et c'est à ce moment-là que lui, il m'a parlé des sacs. Parce que lui, il est un traiteur aussi. Donc, lui, quand les plateaux de tournage ont arrêté, il s'est tourné plus en mode traiteur et a proposé de la cuisson. Donc, il fait ses recettes, il emballe ça sous vide, puis c'est des sacs qui sont... les sacs sous vide, ça existe depuis longtemps, mais les sacs qui sont identifiés pour pouvoir les plonger dans de l'eau bouillante, ça, c'est pas si vieux que ça. Puis, tu sais, ça va avec la demande aussi. Tu sais, les producteurs ou les transformateurs qui font justement ce packaging-là, s'ils n'ont pas de demande, ils vont pas faire des moules, parce que c'est des... ça coûte cher, là, juste faire une machine qui est capable de refaire ces moules-là. Puis s'il n'y a pas de demande, ils vont pas le faire pour le fun, pour lancer le produit. Mais là, on voit qu'il y a une demande. Fait que je pense que ça permet d'innover dans ce domaine-là. Puis on va finir par avoir des beaux trucs de packaging qu'on va garder. C'est juste de penser les choses, comme tu disais, une poutine, take-out. Moi, les côtes levées, on a été chanceux dans le sens où est-ce que je me serais même pas lancé dans le projet Saint-Mathieu juste avec la sauce. C'est-à-dire, tu sais, en ce moment, j'ai dit que j'étais étudiant de 3e année au bac en actuariat, mais je vais peut-être rester étudiant de 3e année au bac pendant encore 3 ans. Parce que là, finalement, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Puis j'adore ce que je fais. Puis l'entrepreneuriat, je pensais jamais être aussi stimulé par ça. Et les côtes levées, c'est vraiment une recette qui fonctionne bien à sous vide, réchauffée. Puis je me serais pas lancé là-dedans si, honnêtement, à l'aveugle, je fais le test avec des côtes levées qu'on a laissé reposer donc là, pendant 30 minutes, qui sont encore emballées dans le papier d'aluminium, qu'on déballe, puis que je sers à des amis qui viennent manger à la maison, et la formule sous vide. Il y a vraiment... J'ai vraiment pogné quelque chose, comme on dit, là, quand j'ai fait la première expérience, puis que j'ai sorti le sac, c'est 8 minutes dans l'eau bouillante. J'ai coupé le sac, puis... Juste la steam qu'il y avait, la vapeur qu'il y avait dans le sac, sentait la fumée d'érable. J'étais comme, oh wow, OK. Puis tu sais, aucun besoin de... S'ils sont achetés congelés, pas besoin de les décongeler. Donc, tu sais, moi, j'ai des jeunes enfants, t'arrives de travailler, puis là, pas besoin de... Tu prends dans le congélateur 15 minutes dans l'eau bouillante, t'es prête à manger, pas de vaisselle. J'étais comme, c'est magique, ça, tu sais. Puis, c'est vraiment... Puis, vraiment... Vide, nous, on envoie
des longes sous vide au Japon. Fraîches. Ah Au ouais. Japon, ah ouais. Il fait ça du chilled pork, là. Il est descendu à 4 degrés, puis avec des machines sous vide. À froid. Ah, mon Puis, Dieu, ah ouais. puis après ça, une fois C'est- qu'il déballe, c'est quoi la durée de vie du. Ah, c'est ça que j'ai 56 jours en C'est ça. tête total, là. Fait Ok. que ça prend comme une vingtaine de jours se rendre. Fait qu'il est à moitié de vie. Mais c'est frais. C'est frais, là. C'est frais, là. C'est Ouais, pas... J'imagine que les Japonais achèteraient pas un. Non, non, truc c'est comme ça. Tu sais, je me trompe peut-être sur les délais, là, mais tu sais, il part par bateau, container, tout le kit, c'est malade. ouais, Là, c'est ces technologies-là aujourd'hui, puis ça va juste s'améliorer. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on va trouver d'autres choses. Moi. Un bon signe, ça. Mais c'est ça. Tout ce qui est texture, ça représente un défi, je pense. Ouais. tu sais. La cuisson, parce que tu sais, là, toi, tu l'as fait cuire une première fois. Vous, c'est fumé, fait que ça doit être vraiment différent. Mais je pense, mettons, nous, on essaie de faire du saumon, puis il faut le faire cuire une première fois, puis il faut respecter la MAPAC, puis les normes de c'est quoi la température. Ouais. Puis cette température-là, c'est déjà trop cuit pour un client. Comme tu reçois ce saumon-là en tant que client, puis t'es comme, tu sais, c'est un peu Trop sec. cuit, non. Mais là, en plus, tu penses que le client va le réchauffer chez lui, au micro-ondes, dans le four, on sait pas comment. Là, c'est comme, tu essaies de penser comment, c'est quoi, est-ce qu'on leur fait finir chez eux, tu sais, c'est quoi l'espèce de. Fait que c'est tout développé, ça. c'est- Ça a développé. Mais notre Pensez à chef ces est juste choses-là, là, notre équipe est c'est- juste incroyable aussi d'essayer de résoudre des problèmes comme C'est ça un aussi. défi. Ouais, c'est le fun, ouais, c'est cool de voir que l'industrie se développe, se développe bien, ouais, c'est nice. Vraiment. Moi, je me demandais, tu sais, tantôt, on parlait, puis je trouve qu'on. Tu sais, tu disais un peu, là, on doit comme un peu, comment je pourrais dire, s'adapter face à la demande, mettons, des fruits congés, puis tout ça, puis les producteurs, ben, tu sais, arrivés en avril, tu sais, ils ont une. Comment je pourrais dire, ils ont un chiffre fixe de qu'est-ce qu'ils vont produire, puis vous devez vous habituer en fonction de ça. Vous, c'est clair que vous avez vécu de la pression. Je pense que vous avez tous vécu de la pression là, avec la COVID et tout. T'as-tu eu la chance, toi, ou peut-être tes collègues, de jaser avec certains producteurs, tu sais, mettons plus dans le cadre, peut-être avec Sobase, qui... Moi, personnellement, non. Non. De ce que j'entends, c'est plus que. Ce que je peux imaginer aussi, c'est l'incertitude. Ouais. Tu sais, ça va être quoi la demande dans 4-5 mois? Ouais. Puis, tu sais, je pense que tu dois peut-être le savoir en tant que. Ouais, Tu sais, dois dans avoir un l'élevage accès aussi, privilégié tu sais, avec combien de les bêtes, producteurs, là. combien de têtes tu veux, puis parce que tu t'en veux pas trop, mais t'en veux pas assez, puis je sais pas comment ils font leur calcul, parce que c'est sur du long terme, puis du... Ouais. Moi, je parle à des producteurs tous les jours. là. Ouais, Puis c'est ça. l'enjeu qu'ils ont, là, c'est clair, c'est un stress épouvantable. Là. Tu regardes les cochons grossir dans ta porcherie, puis là, tu dis, Ça coûte cher. je sais pas quoi faire. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça. au pire de la crise, on a parlé d'abattage humanitaire. Oh, Ça veut dire, tu sais, jeter la viande complètement. Là, c'est que, là, on s'est pas rendu là. Non, On je fait du pense bois, pas. merci, merci. Puis si jamais ça arrivait jusque-là, est-ce que vous avez comme des solutions, peut-être, je sais pas, donner la viande au pire, ou ça pourrait-tu C'est marcher? parce que c'est mettons? périssable. À qui je donne la viande, puis de quelle manière? On va la prendre, nous. Ouais. Des preneurs ici, s'il vous plaît. Mais tu sais, Croissance. tu sais, on va pas prendre des hélicoptères puis aller porter ça, Ouais, je sais c'est pas, ça. à des pays en besoin. Ouais, il y a toute une question de logistique. Mais Ouais, juste ouais, au ouais. Québec, Exact. je pense qu'il y a quand même des besoins aussi. C'est fait, on en a fait que donné. c'est On ça, a ben donné à c'est des sûr. banques Ouais, ouais. alimentaires, Ok, mais ok, tu sais. cool. Ouais, en plus de ça, tu veux Exact, dire. mais tu sais, il faut que vous compreniez que le porc, c'est exporté, c'est un produit qu'on exporte. Ouais. Là. La demande qu'on a à l'interne n'est pas suffisante pour tout ce qu'on produit. Mhm. Fait que. Je pense qu'arriver là, vraiment, tu sais, justement, ça marque l'imaginaire, là. Tu sais, et je sais que des fois, on peut être à court de solutions, mais il y aurait quelque chose à faire. Tu sais, je suis sûr qu'on pourrait trouver une solution. Tu sais, je pense un peu, c'est sûr, c'est périssable. C'est là où est-ce que le bas blesse, c'est périssable, parce qu'on pense au tremblement de terre qu'il y avait eu là, dans le nord de l'Italie avec les grosses meules de parmesan, puis le chef là-bas, tu sais, je veux pas massacrer son nom, donc je le ferai pas, mais tu sais, qui avait développé des recettes avec plein de gens, donc en Italie, pour mettre de l'avant, utiliser le parmesan, tu sais, le repasser, tu sais, travailler ensemble, tu sais, travailler en équipe, je pense que ça pourrait être une solution, tu sais, de dire, bon, ben let's go, là, il y a quand même de la demande pour le prêt-à-manger, on le voit. Est-ce qu'il y a un essoufflement, par contre? Faut jamais oublier que oui, les gens vont plus au restaurant, mais les gens... Ils mangent pareil, au final. Ben, ils mangent pareil, mais au début, peut-être qu'il y a des gens qui vivaient ça moins difficilement.
mais je pense qu'il y en a, veut pas, qui ont perdu leurs emplois. Il y a, les restaurants sont fermés, mais il y a des gens que leur vie a changé drastiquement, puis qui ont ils ont pas le budget non plus de s'offrir du prêt-à-manger qualité restaurant. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on dit, c'est pas, on se compare pas, mettons, Côte-Levée, de marques connues qu'on va acheter en boîte en épicerie. On se compare à un restaurant qu'on offre un produit de qualité de restaurant. Donc, le prix va avec. On s'attend pas à revoir le même client non plus. On sait que c'est bon, là, on sait que c'est bien fait, mais 2-3 fois par semaine, c'est pas réaliste de penser. C'est pas réaliste. Fait que c'est sûr que, on a touché du bois, là, vous êtes pas rendu là, mais si vous vous rendez là, on va trouver des solutions. mais on parle de solutions, vous en avez trouvé quand même. C'est ça, au final, oui. vous êtes adapté. Mais c'est au détriment d'autres choses. Mettons, comme quand dans le pays de la crise, à un moment donné, on s'est mis à avoir la possibilité d'exporter. On a toujours eu la possibilité, mais on exportait plus en Chine, on appelle ça en combo, donc en 7 pièces. Okay. Fait qu'on coupait le porc, mais en 7 pièces dans des boîtes congelées, puis c'est envoyé en Chine. Parce que la crise de la COVID, je le répète, c'est une crise de main-d'œuvre. Là-bas, ils étaient capables de désosser puis faire de la valeur ajoutée. Mais c'est pas le même prix. Non. C'est pas la même réalité, c'est pas pas le même revenu. Fait que c'est toujours le give and take de est-ce que je sacrifie des valeurs ajoutées pour faire du volume? Puis même avec ta main-d'œuvre, j'imagine déjà existante, la formation de peut-être dire OK, là, on change toute la coupe, t'sais. En usine, oui, il y a clairement un enjeu de main-d'œuvre, mais au-delà de ça, on fait quoi? On priorise l'abattage. Tout le monde est d'accord avec ça. On veut sortir les animaux. Mais là, après ça, on fait quoi? Là, si je mets plus de gens sur la valeur ajoutée, j'enlève des gens du côté abattage, je diminue mes cadences. Ça, là, c'est des choses qui, pour revenir à ta question, qui impactent les producteurs là, terriblement. Mais sûr. Là, tu t'assois avec un producteur et tu expliques ça. Là, il se gratte la tête et il dit « Ouais, je sais pas. Je sors les cochons de mes bâtisses, moi, c'est ma demande, mais je comprends ta réalité aussi. » Tu sais, fait qu'on est tous... on est pris là-dedans. Là. Un coup à tout. Est-ce que l'été va aider? T'sais, je veux dire, le barbecue, veut pas le porc, la demande doit augmenter. Si vous avez des clients américains... Oui, l'été, il y a toujours une demande pour les plus de barbecue, mais c'est pas j'en ai des cochons. J'en ai vraiment beaucoup. Là. On est habitué d'exposer sur les marchés internationaux. Ça t'en manquera pas. Là. J'en manquerai pas. Okay. Ils vont continuer. Ils vont être encore aussi charnus là, cet été. C'est sûr qu'il y a des impacts de production. On appelle ça la saisonnalité. Là, l'été, le porc grossit moins vite, les chaleurs. Tout ça va tout venir nous aider. Là. On est tous conscients de ça. Mais... c'est pas nécessairement assez pour la situation actuelle. Ça va être quoi? La vaccination va faire quoi? C'est toutes ces questions-là. Tu as 1200 employés dans une usine, tu les vaccines. Ils vont être malades pareil? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a tellement d'incertitudes aussi en ce moment. Puis à court terme, la réouverture des restaurants, est-ce que ça pourrait dégorger beaucoup? Ça va aider. Ouais. C'est un des... Est-ce que les gens vont manger au restaurant? Le mangeront pas à la maison? Ouais. Toi, tu fais-tu 2 soupers par soir? Ça dépend. C'est du déplacement de produits plus. C'est pas nécessairement du volume supplémentaire. Là, c'est sûr que la pandémie, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'il y a une crise sanitaire comme ça, de cette ampleur-là, qui nous touche. Mais j'imagine que toutes ces solutions-là qui sont arrivées à jour pendant la pandémie, c'est quand même des belles leçons qu'on va avoir pour le futur, I guess. Hein? Ouais. Définitivement. Ouais. On apprend beaucoup de ça. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec la main-d'œuvre? Je le répète. C'est comment qu'on va. C'est comme ça. tu disais depuis le début, c'est une question de main-d'œuvre, le gros problème. Ça va dans les deux sens. Dans les fermes aussi, là, il y a des. C'est un enjeu réel partout. Là. Good Food, vous devez chercher des employés aussi pour cuisiner, mettre tout ça en place. C'est mieux que tu sois international, big, puis tu vends dans 10 pays, tu vas en chercher beaucoup. J'aime ton optimisme. Ben oui, j'imagine. Puis ouais, tu sais, c'est ça. Je sais qu'il est également, tu l'as bien nommé en agriculture aussi, c'est un gros problème avec la main-d'œuvre étrangère qui n'était plus là. Est-ce que, par exemple, je sais pas,
face à l'ampleur du problème? Tu sais, vous, Olimel, je pense que vous êtes sûrement outillés si jamais, mettons, il y avait une prochaine crise sanitaire. Mais est-ce que vous sentez que, je sais pas, mettons, le gouvernement, eux, serait-tu prêt à essayer de favoriser l'emploi dans ce secteur-là pour essayer de... Faciliter, aussi des travailleurs étrangers, peut-être. Exact. On fait clairement des représentations en ce sens. Je vais donner un exemple où ce que le gouvernement a été facilitant l'année passée au niveau du dégel. Nous, les camions apportent les ports à l'usine, puis on a des maximums de poids par camion. L'année passée, on a eu la chance, ils nous ont enlevé ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque camion, il y a moins de cochons dans le dégel. Puis là, moins de cochons, moins à l'abattoir. Mais là, il y a aussi le problème de main-d'œuvre chez les camionneurs. Le dégel aussi chez Sobeys, nos camions aussi, tous les camions, dans le fond, sur les routes du Québec puis du Canada ont ces réglementations de poids-là selon le dégel. C'est essentiellement pour la route, là, comme on m'avait dit, pour préserver l'état des routes. Puis là, ils se sont dit, bon, on va autoriser plus. C'est ça. Mais imagine s'il n'y avait pas ça. Ça serait gentil. Mais, puis on en a profité aussi, puis tout le monde en a profité de justement pouvoir rentabiliser, parce qu'il y a un coût aussi à chaque chose. Puis c'est vrai que j'avais pas réalisé que ça le gouvernement a été ouvert là-dessus, mais est-ce qu'on va l'avoir cette année? Ça reste encore à voir. Ils n'ont rien... Dégel commence le 8 mars. J'ai pas de réponse encore à vous donner. C'est le printemps. C'est ça. c'est un bon signe, mais... écoute... Moi, justement, face à ça, peut-être en dernier, je demandais, vite, brièvement, vous, c'est quoi un peu votre vision post-COVID dans votre secteur? Genre, vers quoi vous pensez qu'on se dirige? Y a-t-il encore trop d'incertitudes, peut-être, pour être capable de dresser un portrait? Post-COVID. C'est quelque chose, hein. C'est quand même historique, là, ce qu'on a vécu, là. Oui puis non. Il y en a déjà eu des pandémies dans le monde. Oui, effectivement. Grippe espagnole. Exact. Là, des histoires d'horreur, on en lit. Mais on va dire, dans le monde moderne, je pense que c'est une des premières qu'on vit. On est à la merci des chaînes, définitivement. Hein? C'est le producteur, le camion, le centre de distribution. Et entre les deux, dans notre cas, au niveau animal, c'est l'abattoir. Fait que tout ça, on est tout essentiel. Hein? C'est fou, hein? Quand tu réalises ça, c'est comme, il n'y a pas de métier non essentiel là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme post-COVID. Moi, mon objectif, si j'ai un choix à faire, moi, c'est d'avoir la chance de continuer à être aussi proche qu'on l'est présentement avec les producteurs. Tu sais, à Olimel, là, on a tout mis en place qu'on pouvait pour favoriser l'écoulement. Il y a eu des coûts pour les producteurs, mais il y a eu des coûts majeurs aussi pour Olimel. On a détourné des cochons partout dans le Canada, aux États-Unis, des porcs vivants à notre bras pour faciliter l'écoulement. J'espère avoir la possibilité de continuer à travailler dans ce sens-là. Là. C'est le fun. Bravo, man. C'est le fun que tu sois capable d'avoir un contact avec eux puis que ça soit au final quelque chose d'humain à travers tout ça. Là. Qu'au final, on fasse un peu toute partie du même système. Là. Mais tu sais, je trouve que, malgré tout, pour un peu finir... avec ça, je pense que on a pu le constater là, autant avec Sandrine, avec toi, puis Olimel, avec Ced aussi, qui a vu une opportunité pour Projet Saint-Mathieu. Je pense que le système que, en tout cas, moi, je croyais comme fragile et très vulnérable au changement est au final quand même un peu plus résilient puis adaptatif qu'on le pensait. Puis je pense que c'est grâce à du monde aussi comme vous qui prennent des initiatives puis qui, au final, ont les deux pieds dedans puis trouvent des idées. Fait que merci d'avoir été là avec nous pour jaser tout ça. C'était super intéressant. Belle preuve de résilience. Belle preuve de résilience de tout le monde. Moi, j'aime ça. Le mot résilience, là, je l'amène en mot de la fin. Bravo. Yes. Donc, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur le site web d'Élevage et Culture. Et sur la page Facebook d'Élevage et Culture. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le contenu, là, allez liker la page, subscribe si c'est pour YouTube. N'oubliez pas de donner des étoiles aussi, je pense pour Apple Music. Ouais, fait que vraiment, lâchez-vous lousse. Faites-vous plaisir, là, ça va nous faire plaisir à nous aussi. On a besoin d'amour. C'est ça, on a besoin d'amour. Donc, tous nos épisodes vont être disponibles sur Google, Apple Music, Spotify, YouTube. Si jamais aussi vous voulez écrire en commentaire des vidéos, repartir les débats, gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire un plaisir de vous
vous lire, de vous écrire. Toujours. Donc, ça a été un plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous. On se revoit au prochain épisode du podcast Les idées ridicules. Salut! Merci.